Bonjour à tous et bienvenue pour cet dernier jour des grands dossiers de la protection sociale, donc organisé par le N3S. Donc toute la semaine, nous avons abordé sous différents aspects la thématique de la protection sociale post-Covid, une nouvelle ère. Alors, avant de commencer ce débat de cette dernière journée, quelques informations pour ceux qui nous rejoignent. Donc, nous sommes en diffusion en direct, donc il est normal que vous n'ayez ni caméra, ni micro, donc ça c'est coupé directement par le système. Pour autant, vous pourrez interagir avec nos deux invités par l'intermédiaire du canal de conversation. Et d'autre part, tous les replays, c'est-à-dire en gros toutes les émissions que nous avons réalisées depuis lundi, sont d'ores et déjà disponibles sur les chaînes YouTube de l'école. Donc, pour ceux que ça intéresserait, vous pourrez toujours aller revoir à la fois ceux qui sont passés, et puis bien entendu, ce sera exactement la même chose aujourd'hui pour ceux que nous allons diffuser. Donc le programme aussi, bien entendu, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de l'école, Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. Vous pouvez interagir également avec l'école et bien sûr, on répercutera tous vos posts, c'est une évidence. Alors, après avoir abordé donc plein de thématiques, le financement, la démographie, la précarité, la crise épidémiologique, eh bien, on abordera aujourd'hui une thématique autour du bien vieillir en temps de crise, et c'est Dominique Libaud qui animera donc cet après-midi. Pour autant, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, nous avons un focus particulier avec les directeurs généraux des caisses nationales. Donc nous avons eu mardi Renaud Villard, François-Emmanuel Blanc, nous avons eu hier Thomas Fatome. Et nous terminons cette semaine des grands dossiers de la protection sociale avec Vincent Mazoric, directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales, et Yann Galamgar, qui est directeur général de l'URSSAF Caisse nationale. D'ailleurs, vous pourrez peut-être nous dire deux mots sur ce changement de nom. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'était l'ancien directeur général de l'ACOS, mais l'ACOS existe toujours. Donc, nous allons essayer de nous projeter sur la configuration de cette protection sociale post-crise, plus spécifiquement des organismes de sécurité sociale. Et je vous propose donc, comme nous l'avons fait mardi, d'aborder 4 thématiques. Le bilan très rapide de ce que l'on peut dire d'ores et déjà de cette crise, même si celle-ci n'est pas encore totalement terminée, on l'a dit à plusieurs reprises cette semaine, mais quand même quelques bilans déjà des quelques 18 mois écoulés depuis mars 2020. Puis nous essaierons de faire un focus particulier, parce que c'est quelque chose, je pense, qui fondamentalement va évoluer, en tout cas vous donnerez votre avis, sur la transformation des services pour les allocataires, les assurés, les cotisants. Et puis après, on verra aussi, dans un deuxième temps, les conséquences en interne, comment tout cela, vous le gérez dans vos organismes respectifs. Et puis après, élément important, on a eu la Cour des comptes, on a eu la direction de la sécurité sociale qui sont venus nous présenter la problématique des comptes, mais j'aimerais bien aussi que l'on aborde ce sujet aussi des rapports, peut-être renouvelés, mais on le verra avec la tutelle. Vous êtes d'accord sur le programme ? Très bien. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, donc, messieurs, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce qui vous a marqué, en fait, durant cette période de crise, et quel bilan, aujourd'hui, au mois d'octobre, vous pouvez faire de cette période très, très particulière que nous avons vécue ? Merci Gilles de votre accueil et bonjour à chacune et à chacun qui aujourd'hui nous regarde. Pour faire très très court, pour parler de bilan, je peux développer un peu, un résumé, un sentiment. Le résumé, les termes protection sociale ont sacrément pris et illustré leur sens. Et le mot protection, qui bien sûr d'abord a eu un aspect et un enjeu sanitaire, très vite, la branche famille, mais comme la branche maladie, comme la branche retraite, et comme la branche chargée du recouvrement, et comme nos copains de la MSA, je trouve assez bien bossé, a vraiment déroulé des filets de sécurité. Le sentiment, pardon, il est personnel. Je vous dis ce que dans les premières heures, j'ai dit à mon équipe rapprochée, quand on s'est, comme vous tous, trouvé confronté à cette situation absolument inédite, puisque je pense qu'il faut remonter à la grippe espagnole. Personne ne nous engueulera d'avoir mal fait, parce que personne n'a eu à faire ce que nous allons faire. Si ça peut servir, je vous laisse ça, parce que finalement, ça donne le pied léger lorsqu'il faut parcourir des chemins un peu nouveaux et bien sûr un peu à tâtons. Alors,
Pour ma part, un premier message, c'est qu'il est comme trop tôt pour tirer le bilan, parce que très clairement, vu du côté URSSAF, on sait que la sortie de crise va nous occuper facilement jusqu'en 2025, peut-être au-delà. On sait que déjà la moitié de la prochaine période conventionnelle, on continuera à éponger et à gérer les suites de cette crise en termes de relations avec des employeurs, des travailleurs indépendants qui ont accumulé de la dette. N'empêche qu'on peut déjà effectivement aujourd'hui avoir, c'est nécessaire, un petit moment de rétroviseur. Je dirais que si je vais résumer deux mots, ce qui me frappe, c'est à quel point notre système a à la fois fait la preuve de son extraordinaire adaptabilité et de sa très grande solidité. Adaptabilité parce que, très clairement, pour un réseau comme Réseau URSSAF qui est construit, dont le système d'information, les organisations, les métiers sont construits sur le fait de faire immédiatement de rentrer ce qui n'est pas rentré à la date prévue, et avec tout ce que ça implique comme mécanique extrêmement bien articulée pour que cela se mette en place. Tout simplement, en fait, on a dû, en quelques jours, démonter la machine et la monter dans l'autre sens pour rendre possible à tout employeur, tout travailleur indépendant de reporter ses échéances et précisément en arrêtant la mécanique que nous aurions dû mettre en place en temps normal. On a même dû se transformer en organisme prestataire, puisque nous aussi, nous avons versé des aides financières à des travailleurs indépendants, ce qui là aussi, pour un organisme collecteur, quand même constitue un sacré virage copernicien. Et puis, là aussi, ce qu'on est en train de faire actuellement, précisément dans la sortie de crise, c'est le fait de faire rentrer graduellement la très grande masse des entreprises d'employeurs indépendants qui ont accumulé des dettes vis-à-vis de nous dans quelque chose qui se rapproche de la normale, mais qui ne peut pas, très clairement, être la remise en place de ce qui existait avant. Et moi, ce qui me frappe quand même depuis un an et demi, c'est notre capacité à réussir à faire des choses qu'on n'a jamais faites jusqu'à présent, dont on se serait dit, si on avait posé la question en février 2020, dans un mois vous allez faire ça, je pense qu'on n'aurait pas cru qu'on serait capable de le faire. Je pense qu'on y a réussi précisément parce qu'on l'a un peu abordé comme Vincent Madric vient de le dire, c'est-à-dire en se disant, de toute façon, d'une part, il faut, il n'y a pas le choix, et de toute façon, quel est le risque? Je veux dire, en tous les cas, ça n'a jamais été fait, et donc il faut bien rendre le service à l'usager. Et puis, la solidité, je l'ai évoqué, parce que au total, dans un contexte extrêmement adverse, où quand même pendant quelques mois, l'argent rentrait beaucoup moins et les demandes étaient plus fortes que jamais, le système a tourné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Et on s'est même d'ailleurs jamais posé la question de savoir si les prestations seraient versées le bon jour. Elles l'ont été. Et voilà, le système a fait preuve de sa très grande solidité dans des circonstances pour lesquelles il n'avait jamais été câblé. Qui était à votre place il y a 2 jours, a parlé, il aime beaucoup les métaphores, donc à comparer la sécurité sociale à un mammouth agile et qui se serait transformé en troupeau de gazelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette image à l'emporte-pièce? Parce que lorsque je vous entends, M. Amghar, effectivement, la première impression que l'on a de la sécurité sociale, et ça c'est peut-être un sujet aussi qu'il faudra peut-être aborder, c'est cette lourdeur, cette bureaucratie, et finalement, quand on regarde bien dans son fonctionnement, mais vous aviez pu déjà le montrer quelques mois auparavant avec la prime d'activité. On sait faire, enfin la sécurité sociale sait faire, et finalement, elle est plutôt une des administrations, sans doute aujourd'hui, les plus agiles. Qu'en pensez-vous ? Bien sûr, elle est agile. Elle a plein de défauts, la sécurité sociale. Peut-être elle ne se met pas assez en valeur. Elle peut manquer d'ouverture sur le monde extérieur, malgré, je parle bien sûr pour la branche famille, une très bonne culture des partenariats. Mais il y a un truc que la crise ne fait que rappeler, même pas prouver, qui est présent, j'en suis frappé, chez chacune et chez chacun, de toutes parts. Ce n'est pas une question de niveau. On sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. Le BSI vient de le confirmer, et tant mieux. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas une surprise, l'heureuse confirmation, c'est que nous, comme d'autres, on n'oublie pas l'hôpital quand même, ou l'école,
Mais nous, comme d'autres, sachant ce que nous avons à faire, n'ayant pas perdu de vue ce qu'est un service public, c'est-à-dire la chose qui tient quoi qu'il arrive et qui ne perd jamais du regard les gens qu'elle a à servir, et ben ça suffit. Bien sûr, ça grince, bien sûr, ça panique, bien sûr, ça frotte, bien sûr, il manque un câble, bien sûr, il manque un ordinateur portable. Nous, il nous manquait en commençant. On a commencé, je cite juste ce chiffre parce qu'il est frappant. Le premier jour de la crise, 4000 connexions VPN, c'est-à-dire la faculté de permettre à 4000 personnes, éventuellement 8000 si on fait des demi-bordées, de télétravailler. En 6 semaines, 24 000. Voilà. Donc ça frotte, mais ça se résout. Mais personne ne s'est interrogé une seconde sur le sens. Et ça permet tout. Alors, une des grandes nouveautés, c'est que on voit qu'il y a eu énormément de choses qui ont été faites durant cette période, donc des choses qui ont conforté finalement une action, mais ce qui frappe aussi, c'est cette capacité, vous parliez d'agilité, de capacité d'adaptation. Quand on essaye cette fois-ci de faire une focale un peu particulière sur le service, qu'est-ce que la crise va avoir comme conséquence en fait sur le service? Alors, vous parliez, Yann Gaël, vous disiez finalement cette crise, pour nous, dans les relations avec les cotisants, on en a jusque 2025. Donc clairement, pour vous, on peut aussi penser que le service sera jamais le même, ne sera plus du tout le même qu'avant cette crise. De la même manière, je crois que les caisses d'allocation familiale ont fait énormément de choses durant cette période. Et donc finalement, sur le service à l'usager, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur finalement la manière dont vous le percevez à l'aune de ce que l'on vient de vivre? Deux rappels très brefs et bien schématiques sur ce qu'on a fait. On a payé à la demande des pouvoirs publics à peu près un peu plus de 2 milliards d'euros d'aides exceptionnelles de diverses natures. Et puis, je parlais de filets de sécurité. On a maintenu tous les financements de tous les équipements familiaux et sociaux, bien qu'ils fussent fermés. Et ça représente à peu près 800 millions. Et je passe quelques détails. Ensuite, pour vous répondre plus directement, Gilles, une confirmation et un encouragement d'une part, et un test très intéressant d'autre part. Confirmation, encouragement, comme tous nos collègues, et je pense aussi à la MSA et à l'assurance maladie, l'effet tout simplement de fermeture, de confinement, nous a beaucoup fait craindre que la relation avec la locataire soit impossible. Un remède rapide est arrivé avec la réactivité, on en reparlera, des pouvoirs publics et la faculté de maintenir les droits, même si les conditions n'étaient pas vérifiées ou pas remplies. Mais la relation à l'usager, on le sait bien, elle a maints autres aspects. Et assez rapidement, bien que le rideau de fer fût baissé, le contact téléphonique sortant, se sont montrés très efficaces. Et c'est ce que j'appelle une confirmation et un encouragement. C'est pas pendant la crise, c'est avant qu'on commence à réfléchir aux approches populationnelles. Une forte poussée du RSA, heureusement. Alors, on l'a vu, mais pas si forte que ça. J'ai craint pire. La bonne nouvelle, c'est que c'est une confirmation de l'efficacité des filets de sécurité, cette fois-ci économiques et sociaux, notamment sur l'activité partielle. Ça teste quand même les prestations parce que ça montre la vulnérabilité et les inconvénients de leur complexité, de leur géographie très découpée. Et j'espère qu'on trouvera là un encouragement un peu pressant, un peu plus pressant que naguère, même si c'est toujours difficile, à des travaux, pour faire court,
sinon de grandes simplifications, du moins d'harmonisation qui prennent mieux en compte la situation de la personne qui reçoit la prestation. Alors, pour votre information, nous avons accueilli Fabrice Langlard mardi. Je vous invite à regarder en replay ce qu'il a pu nous dire sur ces problématiques de simplification. Manifestement, pour un spécialiste qu'il est, puisqu'il a travaillé quand même de nombreux mois sur le RUA, il y a encore beaucoup de travail, notamment sur l'harmonisation des bases ressources, nous disait-il. Ça, c'est une illustration, on va dire, des difficultés que l'on peut encore trouver dans cette problématique que tout le monde attend, d'une simplification, d'une harmonisation, mais on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de difficultés pour pouvoir le mettre en œuvre. Elles sont immenses. Et un mot très rapide là-dessus, et rien de mieux que ce que vous aura dit Fabrice Langlard. On peut supporter, même si je trouve qu'elle atteint sa limite, ce qu'on appelle entre nous, et vous savez ça, chers collègues, la charge cognitive. Je pense qu'elle est pas loin du bord de la limite. Mais il est toujours difficile, ça c'est un peu d'expérience et d'autres domaines, de mettre en mouvement, parce qu'il faut de l'énergie politique, il faut de la compréhension sociale, des réformes qui sont seulement simplificatrices ou seulement harmonisatrices. C'est trop techno. Et puis ça risque de faire des perdants, et puis c'est compliqué, et puis il y a toujours une justification et une exception. Bref. Ça ne démarre, ça ne marche, ça ne peut recevoir un coup d'accélérateur que lorsque l'on réalise qu'une véritable nécessité non technique, il ne s'agit pas de faire plaisir aux technos quand on réforme, ça ne sert à rien, que lorsqu'une véritable nécessité non technique est enfin apparue aux yeux de tous. Et moi j'espère beaucoup, il faut le temps de digérer, et que le débat politique et social s'empare de ça, qu'une des leçons de la crise invite davantage à ce type de mouvement, parce qu'il n'est pas que technique. Alors on l'a vu du côté des allocataires, mais clairement du côté des cotisants, on est, je pense, dans les mêmes problématiques. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement la crise, et là aussi je rejoins ce que disait Vincent Hendrick, n'a pas fait naître des nouvelles approches. Par contre, ça a été un incroyable accélérateur de transformation qu'on avait engagé, qu'on souhaitait d'ores et déjà porter dans notre relation de service. Pour donner quelques illustrations, alors on a beaucoup parlé ces derniers mois d'aller vers dans différentes branches prestataires. Nous aussi, c'est ce que nous faisons en ce moment, c'est-à-dire que le dispositif classique où le débiteur vient nous demander un délai et puis on l'examine, on l'accorde, etc. Ce dispositif-là, de toute façon, n'avait plus de sens quand 80% des indépendants, de toute façon, ont un débit vis-à-vis de nous et plus de la moitié des entreprises de ce pays. Donc, ce qu'on fait, c'est que c'est nous qui, effectivement, prenons l'initiative de proposer ces apurements à nos cotisants. Là aussi, cette démarche d'aller vers, d'être plus proactif dans le recours monnaie, c'est des choses qui étaient déjà inscrites dans notre code. Sauf que là, on a trouvé un terrain d'application et même de test qu'on n'aurait jamais imaginé précédemment. Là aussi, sur la complémentarité entre la digitalisation de nos offres et la part du contact humain. Je rappelle que, alors, le paradoxe, c'est que l'année 2020, c'est l'année où nous avons atteint notre meilleur niveau de prise en charge des appels téléphoniques depuis plusieurs années. Je crois qu'il faut remonter à il y a bien une dizaine d'années pour atteindre ce niveau de 90% que nous avons fait l'an dernier. Alors même qu'on a eu, surtout premier confinement, beaucoup d'appels téléphoniques de la part de travailleurs indépendants, employeurs, particuliers employeurs ou salariés à domicile, très angoissés sur ce qu'ils devaient faire, y compris sur des sujets d'ailleurs allant bien au-delà de la sécurité sociale. On a quand même cette particularité vis-à-vis de certains publics, les indépendants ou le secteur à domicile, d'être un peu le service public tête de pont qui est celui qui connaisse le mieux et à qui il pose toutes les questions, y compris sur des sujets qui n'ont rien à voir. Et donc, on a eu beaucoup de questions de la part de particuliers ou de salariés à domicile sur est-ce que je peux continuer à travailler chez est-ce que je peux continuer à faire assistant de vie, etc. Bon, voilà. Donc, beaucoup de sollicitations. Et malgré tout, on prend en charge ce niveau important d'appel parce qu'on a mis en place en 15 jours un bot sur nos sites qui a permis de prendre en charge des millions de contacts. Alors, on peut penser et on peut entendre souvent des appréhensions de ce type d'outils, mais c'est précisément parce qu'on a eu ce type d'outils qui a pris en charge des questions extrêmement à la fois généralistes mais répétitives et que tout le monde nous posait, que nous avons réussi à inversement
à prendre en charge de manière qualitative tous ces appels, à être sur du contact proactif, parce que notamment vis-à-vis des indépendants, sur toutes les problématiques d'aide financière, c'était nécessaire. Bon, voilà. Et là aussi, c'est des projets qu'on avait déjà embarqués dans notre coche, mais qui ont connu une accélération, parce que, comme le disait tout à l'heure Vincent Mazoric, le fait d'avoir un objet de service très immédiat recentre immédiatement toutes les priorités. C'est-à-dire que c'est des projets qu'on a fait en 15 jours et que je pense sinon on aurait fait en 6 mois ou en 1 an. Et ça, c'est quand même le miracle de ces périodes de crise. Et puis, durablement, il s'est passé quand même quelque chose aussi pendant cette période qui changera forcément aussi le regard d'un certain nombre de collaborateurs sur l'usager, employeur ou travailleur indépendant. Je rappelle quand même que pendant toute cette période, on a suspendu les contrôles, parce que les entreprises étaient fermées pour la plupart. On a suspendu les audiences parce que les tribunaux étaient fermés. Et donc, vous avez toute une série de collaborateurs, inspecteurs, contrôleurs, audienciers, qui ont été réalloués pendant 2-3 mois sur la téléphonie, sur l'action sociale du travail indépendant. Alors, d'une part, ça a été quand même un très grand moment de solidarité interne et de cohésion interne, parce que, très clairement, les conseillers offres de services nous ont dit, si en février, on nous avait dit qu'un jour, les inspecteurs viendraient décrocher le téléphone à côté de nous, on ne l'aurait pas cru. Et au-delà, très clairement, des inspecteurs m'ont dit, forcément, après avoir examiné un dossier d'aide financière d'un travailleur indépendant, je ne peux pas avoir le même regard sur l'entrepreneur, sur l'employeur, le travailleur indépendant que ce que j'avais avant la crise. Et donc, là aussi, on avait lancé, bien entendu, avant la crise, des démarches de relations de confiance, de changement culturel, de posture. Mais bien entendu, rien ne vaut ce qui s'est passé en printemps 2020 pour accélérer et faire venir ces transformations aussi culturelles à un rythme qu'on n'aurait pas imaginé souhaitable ni atteignable dans une période de COGE. Alors, ces éléments-là, comprenez ce que je veux dire. Il semblerait que ce soit finalement en termes de transformation en fait, de l'action, une parenthèse enchantée cette période. Alors, je ne parle pas bien entendu des conséquences internes pour la société, etc., mais en termes d'innovation, de transformation. C'est quelque chose d'assez extraordinaire ce qui s'est passé. Tous le disent, on a pu faire des choses, on a innové. Finalement, aujourd'hui, la question, c'est savoir est-ce qu'on pourra maintenir cet esprit d'innovation, cet esprit, parce qu'on a pu aussi innover parce que les contraintes avaient été levées, en tout cas sur un certain nombre d'entre elles pendant quelques temps. Et comment peut-on faire, selon vous, pour que le meilleur aspect de ces choses, de ces innovations, puisse se maintenir à l'avenir ? Alors, je pense qu'il faut être lucide sur le fait qu'on ne peut pas vivre indéfiniment en mode de crise. Alors, d'une part parce que, on y reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera aussi du rôle de l'État, assez vite, le naturel reprend ses droits. En tout cas, certaines habitudes. Et puis, parce que aussi, ces périodes de crise, les choses extraordinaires qu'on réalise, on les réalise aussi au prix d'un surcroît de mobilisation des équipes qui a été très intense pendant la première vague, mais qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas souhaiter maintenir dans la durée, parce que sinon, on a très clairement des risques d'épuisement, de lassitude, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a constaté dans aussi l'évolution de la mobilisation de nos équipes, c'est-à-dire qu'on avait des équipes qui ont été surengagées lors de la première vague, parce que je pense qu'on a tous vécu dans l'idée que c'était aussi une parenthèse et qu'après ce serait fini, et qui ont connu inversement une phase de moindre mobilisation lors des deuxième, troisième vagues, parce que clairement on n'arrive pas, et c'est normal, et il ne faut pas souhaiter faire autrement, à maintenir ce niveau de sollicitation des collaboratrices et collaborateurs pendant 18 mois. Après, je pense qu'on doit malgré tout en tirer des enseignements, voir ce qui a marché, voir comment on a été capable de le réaliser. Et encore une fois, je pense qu'au-delà des éléments de sursollicitation, de surmobilisation, ça a marché très vite quand on s'est posé et on s'est concentré sur les questions essentielles du service rendu final et en admettant d'être en écart ou
niveau dégradé par rapport à d'autres exigences qui, en général, conduisent un peu à complexifier nos approches. Je pense que ce qu'on doit aussi en tirer comme enseignement, alors si c'est pas des choses qu'on disait, c'est des choses qu'on disait déjà avant la crise, mais c'est très important dans nos cultures sécurité sociale qui, je trouve, sont très marquées par un certain perfectionnisme, voire un démon de l'exhaustivité, qui fait qu'on considère que du coup, si on n'a pas traité 100% des cas, on n'a rien fait. Ce qui a marché comme pendant cette crise, c'est qu'on a su faire du produit minimum viable, c'est-à-dire admettre que déjà si on traite 80% ou 70% des cas avec un outil qu'on met en place en 15 jours, déjà c'est un travail immense. Et ça, bon, c'est pas nouveau, hein, c'est un peu le b.a.-ba des discours sur l'agilité, etc. Mais je pense que ça fait partie des petits virages culturels qu'on a su mettre en acte pendant cette crise et qu'on doit pouvoir garder cette forme aussi d'humilité, de moindre exigence de nous-mêmes, dès lors qu'on réussit à délivrer un service qui, encore une fois, traite la grande des sujets. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même des enseignements culturels qu'on doit garder de cette crise. Tout revient-il à la normale une fois fermée la parenthèse enchantée? Vous avez, Gilles, à juste titre, pris la précaution de mettre quelques guillemets à l'adjectif, n'est-ce pas? Il ne faut pas, évidemment, espérer ou souhaiter, mais il ne faut pas attendre que les mêmes circonstances reviennent. Ce serait une absurdité. L'être humain, le professionnel et l'institution, pas de panique, sont quand même apprenants. Ce que nous tirons de cette affaire, c'est de l'expérience. Cette affaire, je ne suis pas grand-chose pour dire cela, mais est probablement un événement majeur à l'échelle d'une génération. En quelques semaines, il touche le monde entier. En quelques mois, en moins d'un an, on trouve un vaccin. Des centaines de personnes voient, hélas, leur vie abrégée. Il y a de quoi s'en souvenir. Et alors, à quoi ça sert de s'en souvenir? Ça sert à se dire, non pas encore une fois en cherchant à ce que ces circonstances se reproduisent, ça n'arrivera pas, espérons-le. C'est réinterroger les sujets d'aujourd'hui et de demain avec cette expérience en se disant, mais est-ce que mon vieux réflexe posturé, dogmatique, est-ce que l'idée fondamentale que celui qui me demande quelque chose mérite d'abord que je lui tape dessus avant de lui répondre? Est-ce que si cette proposition vient de mon collègue, c'est qu'elle est caractéristiquement mauvaise? Est-ce que si cette demande vient de la tutelle, c'est qu'elle est absurde? Bon, plus sérieusement, bien sûr. Est-ce que dans l'équilibre des institutions, des équipements dont j'ai à m'occuper, cette frontière est intangible et commandée par la nature? Eh bien, pas forcément. Je prends un exemple dans ce domaine, avant d'en prendre un dans le domaine interne. Les familiers de ces questions le savent. Je parle des places des crèches. Il y a des crèches que la branche finance directement par une prestation de service bien construite, et puis des crèches que la branche ne finance pas directement, qu'on appelle les micro-crèches PAGE, parce qu'elles sont financées indirectement via les parents par la prestation d'accueil du jeune enfant, avec un reste à charge qui est plus lourd. Bon. Et ça, c'est une vraie frontière. Pourtant, et assez tôt, je rappelle que la première délibération du CA de la CNAF sur l'aide aux équipements, c'est le 17 mars 2020. Après une petite hésitation qui nous a pris 8 jours, on a aussi étendu l'aide financière à des gens qu'on n'avait jamais jusque-là financés. C'était un peu bizarre, c'est-à-dire les micro-crèches PAGE. Bon. Je ne souhaite pas que ces circonstances se reproduisent, évidemment, mais je trouve souhaitable que lentement germe l'idée que finalement cette frontière n'est pas si intangible, la preuve, on l'a cassée, et qu'au demeurant, il est utile à la réflexion sur l'avenir de la création de places de crèche de se demander si cette frontière rend service plutôt que le contraire. Et voilà un exemple où il me semble que la crise, c'est toujours la même idée, accélérateur et puis empreinte sur notre expérience et nos mémoires, aura pu faire quelque chose, au-delà de la parenthèse enchantée. En interne, rapidement,
on y viendra peut-être, la manière de piloter, de créer le lien et de l'entretenir sont, j'en suis sûr, y compris en temps de paix sanitaire, des choses que les souvenirs de la crise ont des chances de changer. Alors, il y a pas mal de questions qui arrivent, hein, donc vous pouvez effectivement interagir, comme je le disais initialement, avec nos deux invités. Une question, on a beaucoup parlé d'aller vers, c'est quand même la thématique, c'est les deux mots qui sont les deux mots, on va dire, à la mode aujourd'hui, mais qui reflètent finalement une réalité. Alors, comme vous le disiez, hein, qui était déjà en germe auparavant, mais qui s'est fortement accentuée durant cette période et qui risque en fait de demeurer. Mais la question, je vous la livre, comment voyez-vous la coordination avec les autres acteurs, les branches, les services publics au sens large? Et puis une question qui a déjà aussi été abordée par François-Emmanuel Blanc, c'est finalement quelle place pour les maisons France Service dans tout ça? Un mot sur les deux volets de cette question. Les maisons France Service, elles ont eu leur temps de fermeture comme les autres. La bonne nouvelle, je n'ai pas forcément pris ce pari au départ, mais je le vérifie régulièrement avec les directrices et les directeurs de CAF et leurs équipes, c'est qu'elles marchent bien et que l'efficience, parce que nous sommes comme les collègues en back-office et en appui de ces présences rapprochées, l'efficience est correcte. Je pensais qu'on aurait trop d'énergie ou trop de ressources à y mettre pour l'utilité qu'on en aurait mesurée, ce n'est pas le cas. Alors, je dis ça hors crise, hein. Et ça, c'est très bien. Et l'idée de proximité, quand on voit la peine qu'il y a pour certaines personnes, ou qu'il y a eu à accéder à un vaccin, par exemple, l'idée de proximité me semble sérieusement renforcée ou le besoin de proximité par les leçons de la crise. Je reviens au premier volet de la question. Ça, pour moi, c'est central. On a beaucoup de chance dans notre pays. Vous le savez, n'est-ce pas? On est très équipé. On a une couverture sociale, pas que sociale, mais au sens large, extrêmement riche. On a une diversité d'acteurs qui devrait permettre un quadrillage géographique, social, thématique unique au monde, à part des dictatures que personne ne veut rêver, mais le grand défaut de ces systèmes, c'est la difficulté de liaison entre les uns et les autres. Entre Pôle emploi et la CAF, entre la CAF et le Centre communal d'action sociale, entre le Centre communal d'action sociale et l'intervenant social du département, etc. C'est pas que tirer de la crise. Mais là encore, ça devient plus pressant. Sans ambition big brotherienne, travailler vite sur tout simplement l'idée que la personne qui est connue sous 4 numéros et 5 dénominations est en fait une seule personne, mérite d'être saisie davantage. Je suis content parce qu'elle l'est. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt un travail de recherche-action de l'EN3S là-dessus, le CAPDIR, je crois. On peut appeler ça comme on veut, appelons-le pour schématiser brièvement le dossier social partagé. Moi, j'espère beaucoup voir non seulement cette idée travailler, mais ces premières expérimentations, même très modestes et même bricolées, commencer rapidement. Je pense que ce besoin de prise en charge mieux coordonné, mieux lié entre les différents intervenants, sécurité sociale ou au-delà, et même certainement au-delà, pour moi, la crise a montré combien il était nécessaire s'agissant d'un public très particulier qui sont les travailleurs indépendants. J'en parle parce que il se trouve que de nos côtés, ça c'est la moitié de notre public, mais parce que par ailleurs, cette crise a montré combien c'est une population qui aujourd'hui peut être mal couverte structurellement par notre système, si généreux soit-il. Parce que les travailleurs indépendants, pour beaucoup d'entre eux, à partir du mois de mars 2020, ont vu d'un coup leur revenu tomber à 0. Et dans une situation, finalement, c'était trop tôt pour qu'ils puissent obtenir une prestation CAF en compensation, parce que voilà, on est sur des bases trimestrielles, donc
voilà, peut-être que dans 3 mois plus tard, il aurait pu avoir quelque chose chez nos amis la branche famille, mais leur problème était immédiat. Donc, voilà. Alors, on a fait ce qu'on a pu comme palliatif côté action sociale, mais on voit bien que c'est un public qui aujourd'hui peut souffrir d'une part d'une couverture sociale pas tout à fait ajustée à ces fortes variations de revenus, un public qui pour partie a tendance en plus à ne pas aller vers ce qui comme des guichets sociaux. Il va vers l'URSSAF parce qu'il n'a pas trop de choix, mais certains d'entre eux ne savent pas comment aller vers d'autres guichets comme la CAF ou comme Pôle emploi ou d'autres, ou encore l'assurance maladie ou le département, etc. Donc, là aussi, on avait lancé avant la crise des travaux sur l'accueil commun, sur signalement croisé en termes d'action sociale, et ça je pense que c'est très important. Et la crise a montré combien on a intérêt à mieux travailler la prise en charge de ces populations-là. Et alors, je pense, je dis pas ça seulement parce que vous avez réuni Vincent Mazuric et moi dans la même pièce, mais parce que je pense qu'il y a un vrai lien à faire entre branche famille et URSSAF sur le sujet. URSSAF parce que nous sommes ceux qui sommes les plus en phase avec ce public et qui comprenons ce que sont leurs revenus. Branche famille parce qu'on a dans ce public une précarité importante et un public qui soit est déjà public de la CAF, soit a vocation à l'être. Et on a vraiment tout intérêt à travailler ensemble pour mieux s'adresser à eux. Alors, moi, il a raison. Ce qui me frappe en vous écoutant, c'est finalement pourquoi l'URSSAF ne serait pas en quelque sorte l'administration tiers de confiance pour un certain nombre de publics, puisque vous semblez dire en tout cas que les travailleurs, notamment indépendants, les auto-entrepreneurs notamment, je suppose, sont finalement des gens qui se tournent plus naturellement vers vous. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, par exemple, que vous puissiez éventuellement servir d'intermédiaire ou de go-between avec les autres organismes, plus de prestations, par exemple? C'est ce qu'on imagine faire, mais encore une fois, en étant conscient aussi de ce qu'on sait faire, de ce qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à apprendre la technicité des prestations CAF, parce que clairement, d'une part, il y a des gens dont c'est le métier, qui savent faire ça mieux que nous. Donc, sauf à développer de nouvelles armées, on ne va pas se lancer là-dessus. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on doit mieux se mettre en rapport avec nos collègues de la CAF pour bien orienter, pour avoir éventuellement des points de contact ou savoir qui pourra, chez nos amis de la CAF, comprendre de manière un peu spécifique ce que sont les indépendants, parce que c'est vrai que par exemple, les ressources d'un travailleur indépendant, c'est quelque chose qui est compliqué à appréhender. C'est très varié d'ailleurs, selon qu'on est un entrepreneur, un entrepreneur classique, etc. Donc voilà, c'est aussi, on est un peu au croisement de deux technicités particulières qui sont l'immense technicité du champ CAF, que Vincent Mazuric expliquera beaucoup mieux que moi, et la particularité de ce que sont les indépendants, qui est un monde en soi. Et donc, effectivement, on peut faire ce rôle de jonction, de réorientation, en bonne intelligence avec nos collègues de la branche famille. Il y a deux manières, toujours, d'aborder ce genre de sujet, Gilles. La première, qui est la plus classique, et que la France aime assez, c'est le mécano. J'ai vraiment un truc qui ne va pas, j'ai des ronds avec des carrés, il faut que je les trie. Ah oui, mais alors, j'ai des ronds bleus et des carrés bleus et des ronds rouges et des carrés rouges, alors finalement, qu'est-ce que je mets ensemble? Les ronds ou les carrés ou les rouges et les bleus? On peut y passer très longtemps. Hein. Des fois, ça s'impose. Pardon, c'était là, cet exemple du RSI. Des fois, ça finit par mûrir et ça vient. Je l'ai connu, c'est l'exemple de la fusion impôt-trésor. Des fois, on y perd son sens et son énergie. Et là, bien sûr, la courtoisie et la réserve m'interdisent de citer un exemple. Mais il faut se dire, quand on démarre une réforme mécano, qu'il y a de toute façon une énergie, un risque de faire pas bien et un coût de transition réel et en général 2 fois plus long qu'on ne pense. L'autre méthode, qui n'est pas française, c'est parce que c'est plus soft. Je laisse mes ronds
mais rouge, mais bleu. Mais je vérifie qu'ils se parlent et je mets en place les liens nécessaires. Un exemple long et un exemple non pas court, mais plus facile d'accès. L'exemple long qui me frappe, service public de l'insertion et de l'emploi. Une annonce du président de la République en septembre 2018. On est en octobre 21. C'est en gros seulement maintenant que la germination monte. Parce que le pari de lier des gens, enfin créer un service public qui n'a ni pas de porte ni plaque, mais qui se veut utile en liant les compétences, et je les décrivais tout à l'heure comme nombreuses, mais hélas trop peu communicantes entre elles, ben voilà, c'est pas très français. Mais moi j'y crois. Et plus à notre main, et je veux rendre cet hommage à la branche recouvrement, et vous parliez des travailleurs indépendants, c'est pas de nulle part, c'est de l'URSSAF qui est venue l'idée de se mettre de façon ouverte en face des travailleurs indépendants et de leur dire non pas je vais m'occuper de payer vos prestats parce que alors là ça marchera pas, mais je me fais fort après m'être mis d'accord avec mes collègues d'être en effet, vous disiez point de contact, tiers de confiance, d'être la porte d'entrée. Et derrière, vous voyez ce qu'il y a au fond du magasin, je ne vous les cache pas, mais derrière il y a des gens avec lesquels je me suis préparé et qui sont bien sûr liés à moi, mais qui restent ceux qu'ils sont, et qui vont, je vous le garantis, nous vous le garantissons, bien travailler pour vous. Deux dimensions qui ont été aussi abordées, mais qui vont dans le sens de ce que vous disiez. Cette semaine, on a beaucoup parlé pour pouvoir, pour que toutes ces choses se mettent en place, à la fois de territoire, de proximité. Quand on dit de proximité, il y a la question aussi du territoire et des acteurs sur ce territoire. Et puis, deuxième élément, qui est l'élément, semble-t-il, central, hein, je relaye les questions qui me sont posées, hein, enfin, qui vous sont posées, c'est celui du système d'information. Comment vous voyez les choses? L'articulation, donc présence territoriale, vous pensez que cette présence territoriale, qui est quand même aussi la marque des organismes de sécurité sociale, se trouve confortée, mais que doit-on faire aujourd'hui sur le territoire? Avec qui? Et deuxième question, à un moment donné, si vous voulez que les acteurs travaillent ensemble, il faut aussi qu'ils aient des bases éventuellement de données qui puissent être communes. Et donc, deuxième question, comment vous voyez la transformation du système d'information derrière tout ça? Commencer. Alors, sur le sujet territorial, alors, nous, côté URSSAF, on a peut-être un regard un peu moins présent que d'autres branches sur le sujet, parce que de fait, notre public est moins massif que celui de nos amis la branche maladie ou la branche famille, et même que la branche vieillesse. Et pour partie, c'est un public qui s'arrange très bien de ne jamais nous voir. On a quand même un tiers de nos publics, c'est les usagers de CESU, ils n'ont jamais vu une URSSAF de leur vie et ça leur manque pas, je crois pas, au quotidien. Par contre, ce qu'ils demandent, c'est avoir quelqu'un qui décroche quand ils s'appellent. Le public employeur, on va le voir finalement très rarement. Le public qui continue à nous voir, et c'est normal, c'est celui des travailleurs indépendants, à qui on offre aujourd'hui un maillage qui est en gros un maillage départemental. Alors, c'est pas non plus, notamment quand on se compare à nos amis de la famille Le Madi, le maillage départemental, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la proximité. Je pense que c'est un minimum à maintenir, très clairement. Je dis ça d'autant plus que je me souviens que quand j'ai pris fonction il y a quelques années, on me disait tel site, qui est le seul site du département, on va le fermer, ce qui aurait voulu dire que les usagers auraient dû faire je ne sais combien de kilomètres pour s'y rendre. Bon, ça a été un choix très fort de cette COG, et que je souhaite confirmer dans la COG précédente, que de maintenir cette implantation départementale, parce que même si aujourd'hui l'accueil physique c'est moins de 10% de nos contacts, hein, en tête que, en gros, nous, pour une visite à l'accueil physique, on a plus de 10 appels téléphoniques. Donc, parfois une focalisation peut-être excessive des pouvoirs publics, des corps de contrôle, ou parfois de la gouvernance sur l'accueil physique, qui est certes indispensable pour prendre en charge notamment
des demandes un peu plus complexes, mais qui n'est pas non plus l'élément massif de notre relation de service. Donc, on souhaite maintenir cette présence au moins départementale dans les années qui viennent. On le souhaite parce qu'il y a des besoins, même s'ils sont minoritaires, qui doivent être pris en charge selon cette modalité. On le souhaite aussi parce que le maillage départemental, c'est aussi pour nous un maillage de partenariat. Il se trouve que la plupart de nos partenaires, qu'il s'agisse des partenaires fiscaux, des partenaires familles, sont à cette maille. Et donc, nous devons rester présents sur ce maillage pour cette fin. Sur la question du système d'information, moi, je pense qu'avant de parler des outils, il faut parler des finalités et notamment toujours revenir au parcours des usagers. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui un sujet dont je trouve qu'il a été insuffisamment pris en charge dans les coches des différentes branches et même dans cet élément transversal que pourrait être le schéma stratégique de l'information de la sécurité sociale. C'est ce sujet des parcours interbranches des usagers. Je trouve qu'en fait, dans chacun dans son couloir, on a des objectifs tout à fait pertinents sur la prise en charge de tel ou tel public. Il se trouve que sur un certain nombre des objectifs qu'on fixait à notre branche, l'objectif, en fait, il aurait dû être partagé avec au moins une autre branche. Ça ne figurait pas dans leur code. Du coup, dans ce cas, vous avez forcément un peu de tiraillement avec la meilleure volonté des uns et des autres, parce que quand moi je vais voir tel collègue, je dis moi c'est dans ma coche, il me dit oui mais c'est pas dans la mienne, donc du coup ton sujet qui est certainement très intéressant, il est moins prioritaire dans ma feuille de route et je ne peux pas en vouloir à cette branche. Mais ça c'est vraiment un sujet que doit porter la tutelle, cette vision des parcours usagers interbranches. Et une fois qu'on aura cette vision, on en déduira des conséquences sur l'ouverture de données, sur les partages de données, sur les flux de données entre nous, qui est d'ailleurs aujourd'hui un sujet, là aussi, qui est insuffisamment pensé dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on va peut-être à un moment se focaliser sur des sujets, je dirais, de point à point, sur comment on alimente tel outil avec tel flux de données, mais il n'y a pas une vision globale depuis le producteur de la donnée, le déclarant assez souvent, et l'utilisateur qui peut être une branche prestataire. Donc voilà, moi je pense que avant de parler de solutions SI, il faut d'abord qu'il y ait une prise en charge renforcée, stratégique par la tutelle, de ces sujets de parcours interbranches et de ce qu'ils impliquent en termes de partage de données. Donc là, pour le coup, entre guillemets, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion et finalement, si je vous entends bien, la tutelle peut tout à fait jouer ce rôle. De toute façon, je pense que c'est nécessaire qu'elle le joue, parce que sinon, encore une fois, si on est, chaque branche va très légitimement, très normalement identifier ses besoins à elle, va peut-être l'identifier en se mettant d'accord avec son voisin. Je pense que la CNAF et nous, on peut faire beaucoup de choses ensemble sur le sujet des indépendants, parce qu'on est très motivés pour ça. N'empêche qu'à un moment, c'est bien que la tutelle est comme ça dans son champ de vision. On aurait même pu imaginer qu'elle en ait l'idée avant que nous on l'ait, mais bon, ça limite, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, que les choses se fassent. Mais oui, il y a vraiment un besoin de portage de ces sujets-là par la tutelle. Alors, vous me preniez la parole, votre métaphore sur les ronds et les carrés et les couleurs semble faire des émules. Fortement repris, un certain nombre de personnes qui nous écoutent voudront réutiliser votre exemple. C'est offert. Voilà, c'est cadeau, c'est les cadeaux des grands dossiers de la protection sociale. C'est cadeau. Alors, ce sont deux questions assez différentes que celle de la présence territoriale et des systèmes d'information. Présence territoriale, sans différence avec Yann Gaël, mais avec un peu plus d'affirmation, parce que nos métiers ne sont pas les mêmes. La maille départementale est une identité de la branche famille, comme de la branche maladie. Une raison d'être, et surtout une condition d'efficacité. On peut bien sûr faire tourner des machines de très loin. On peut avoir une relation à son usager qui lui soit commode et qui n'implique pas qu'il est à venir. C'est aussi une vocation, un objectif de la branche famille. Mais notre versant
d'action sociale collective et individuelle, mais surtout collective, qui ne tient, ne vaut, ne fait sens, ne se construit que par des partenaires, n'est bonne que sur le terrain, comme ne vaut que sur le terrain la représentativité des administrateurs. Et moi, je ne sais pas raconter, pour faire court et simple, une CAF régionale. Le symétrique, chacun y a pensé d'ailleurs, peut-être y pensera-t-on davantage dans les années à venir. C'est qu'une fois qu'on a dit qu'il est très important qu'il y ait une CAF et une CEPAM dans le département, il faut qu'elles tiennent debout. Hein. Il faut qu'elles soient elles aussi heureuses de vivre et pas coincées ou contraintes ou à se demander une fois par mois si elles peuvent supporter la charge qu'on leur a collée. Et c'est pour ça qu'avec naturel et pragmatisme, on voit naître réflexion et un peu mouvement aussi. Je salue, s'il y en a, des collègues du département des Hautes-Alpes, à partir du terrain, des idées, des volontés et maintenant des réalisations de fusion d'organismes. Dans un cas typique, hein, département petit, organisme petit, mais forte solidarité et forte raison d'être de la présence de la sécurité sociale, dans ces cas-là, ce n'est pas du tout un cas universel, une fusion CEPAM-CAF est une très bonne idée. Bon. Les systèmes d'information, au fond, c'est un peu tout autre chose. C'est le grand outil. On est des énormes entreprises à traiter des données. Résumé un peu schématique, mais je crois au quotidien vrai. Cet outil indispensable doit, comme tout outil, être au service des métiers. C'est le cas, bien sûr. Je vais prendre le même chemin que Yann Gaël. Il faut être honnête. C'est déjà difficile de bien administrer, si j'ose dire, son informatique à soi. C'est pas spontané et c'est encore moins spontanément facile de co-construire ou d'organiser les carrefours, les giratoires ou les échangeurs. C'est la pure vérité. On a un exemple absolument vivant en commun avec Yann Gaël. C'est la gestion, l'administration et le paiement du complément mode de garde. On en a bavé en 2019. On a à peu près fini d'en baver. On s'est dit, parce que nous on est les chefs, donc on a des idées de haut niveau, qu'on allait, c'était la seule manière de sortir durablement de cette difficulté, chercher à construire un système commun. Voyez-vous, on n'y est pas. Faut le dire honnêtement. Hein. Alors, Yann Gaël, bien sûr, a raison. C'est un rôle, et elle le joue, éminent de la tutelle. Là encore, je suis honnête. Il faut que nous soyons capables de bien accueillir ce rôle et pas d'abord de baisser la visière ou de lever le bouclier. Ça demande un peu de maturité ou de maturation. Heureusement, il y a on parle de chemin, il y a des boulevards qui s'ouvrent. Je pense aux usages du DRM, du dispositif de ressources mutualisées, dont nous sommes, on n'est pas les seuls, mais déjà un usager pour calculer une prestation, l'aide au logement. Et moi, j'attends avec une immense impatience, non pas tant de s'en servir pour calculer d'autres prestations, il faudra être prudent, mais surtout d'aller s'en servir, pour chercher de l'accès aux droits. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait capables, dans plusieurs prestations, y compris quand ce n'était pas intuitif, de faire, par le traitement de données, de l'accès aux droits sur des personnes dont la première caractéristique était quand même déjà nos allocataires, ce qui est un peu limité du point de vue prospectif. Et sans réveiller tout le monde, parce qu'évidemment le champ des prestations est limité par des conditions de situation et de ressources, je pense qu'il y a beaucoup à aller chercher avec des outils aussi formidables que celui-là, et je rends hommage à nos collègues de la branche vieillesse qui sont chargés de le tenir.
Si vous en êtes d'accord, j'aimerais bien que l'on aborde maintenant, donc on a vu une transformation quand même assez importante des services qui se profilent. J'aimerais bien qu'on aborde le sujet plutôt interne et la manière dont vous, à la tête des caisses de votre réseau, vous avez pu voir ces transformations. Alors, je sais que vous venez de signer un accord de télétravail assez offensif. Est-ce qu'on peut l'appeler de cette manière? Je ne sais pas, enfin assez complet. Comment vous voyez, vous, et comment vous avez vu la transformation de vos réseaux en interne? Vous avez parlé aussi, Yann Gaël, à un moment donné, on ne peut pas travailler finalement sous le coup de l'adrénaline de la crise. Vous avez vu, vous disiez qu'il y avait eu une très forte mobilisation durant le confinement, puis un peu moins, où ça a été un peu plus compliqué pour les deux autres. Finalement, comment faire pour que les réseaux reprennent une situation à peu près normale? Comment faire pour remobiliser peut-être les équipes? Comment vous voyez les choses en fait dans les mois qui viennent? Alors, je suis tenté de repartir de la question de Vincent Vadry tout à l'heure. Revient-on à avant, une fois que la parenthèse est enchantée et fermée? Je pense que globalement, les retours à un avant mythique, hypothétique, ça n'existe jamais. Et je crois qu'assez souvent d'ailleurs dans l'histoire, une fois qu'on a comme connu un grand bouleversement comme celui-ci, une partie importante du travail de l'après est de faire le deuil justement du retour à cet avant fantasmé. Donc, je pense qu'il faut d'emblée, dès à présent, dire on ne reviendra pas à l'intégralité du mode de travail qu'on a connu avant, parce qu'il s'est passé quelque chose qui a plutôt fonctionné, qui a montré ses limites aussi. Il s'agit de ne pas non plus d'être naïf et candide par rapport à ce qui s'est passé pendant 1 an et demi, mais simplement, je pense qu'il ne serait pas souhaitable et elle n'est pas acceptée par le corps social, par les collaborateurs, collaboratrices, de revenir strictement à avant. Et d'ailleurs, je pense que aucune branche ne se positionne sur un retour à ce qu'on a connu avant. Après, voilà, on peut avoir des positionnements qui ne sont pas tout à fait identiques, mais parce que chaque branche a son histoire, ses contraintes d'organisation et de métier. Donc voilà, je crois à la fois c'est la force de notre modèle social d'avoir un cadre collectif qui est commun aux 4 branches, et en même temps d'avoir des possibilités d'adaptation, soit au niveau d'un organisme, soit au niveau de la branche. Alors c'est vrai que côté URSSAF, nous avons souhaité, dès le mois de juin 2020, lancer un chantier dit demain, considérant que même une fois qu'on serait libéré de toute contrainte sanitaire, le monde du travail post-Covid ne serait pas identique à avant, et que cette évolution, elle ne devait pas se limiter à une discussion sur la quantité de télétravail. Alors, bien entendu, effectivement, c'est le sujet qui est abordé. Quels sont les collaborateurs qui sont éligibles au télétravail, pour quelle quantité, dans quelle modalité, bien entendu. Et donc, nous avons effectivement signé des accords qui veulent aller assez loin dans ce que permet par ailleurs le cadre de la convention collective, mais qui veulent aller assez loin en la matière. Après, on ne peut pas se résumer à mettre plus de télétravail. C'est d'une part organisé différemment. Globalement, le travail collectif. Parce que là où avant, finalement, le télétravail pouvait être en fait une somme d'accords individuels entre le manager et le collaborateur, dès lors que vous avez 70, 80, 90% d'un service qui adopte du télétravail sur 2 ou 3 jours dans la semaine, ça s'organise collectivement. C'est-à-dire que vous devez penser différemment votre organisation du travail, considérant que vous faites venir les collaborateurs a priori pour faire des choses différentes que ce qu'ils feraient chez eux, sinon vous allez avoir du mal de façon simplement à les motiver. Et puis parce que par ailleurs, un des enjeux qu'on partage tous, c'est le maintien ou la recréation du collectif dans un cadre où on a, encore une fois, 40% des collaborateurs qui sont en télétravail la moitié du temps. Comment fait-on pour maintenir le collectif, qui est indispensable, d'une part parce que l'entreprise est un lieu de socialisation, et parce que par ailleurs, ce collectif, c'est aussi ce qui contribue à l'engagement des collaborateurs, au sentiment d'appartenance, à la culture d'entreprise, c'est aussi ce qui contribue à l'innovation. Et donc tout cela, ça suppose effectivement d'organiser collectivement le temps de présence, le temps de télétravail. Ça suppose du coup que le manager soit aussi
plus animateur qu'avant, c'est-à-dire qu'il soit davantage chargé de faire tenir la cohésion de son équipe. Ça suppose énormément d'accompagnement en termes de formation des collaborateurs aux outils de travail à distance, de formation bien entendu des managers sur le management à distance, management hybride. Là aussi, c'est des choses qu'on connaissait déjà dans le recouvrement du fait de notre organisation régionale, mais en sites départementaux. Mais bien entendu, ce sont des besoins qui sont démultipliés. Il y a des conséquences très importantes à en tirer aussi en termes d'organisation des locaux, parce que bien entendu, on ne va pas organiser les espaces de la même manière dans ce nouveau contexte de travail. Il y a beaucoup de choses aussi, des conséquences à en tirer sur la manière dont on organise notre acculturation, accompagnement des nouveaux collaborateurs, parce que là aussi, arrivé chez un nouvel employeur quand vous avez à peu près la moitié des gens qui ne sont pas là, ça suppose une prise en main et un accompagnement un peu différent. Donc ce sont des transformations très importantes qu'on engage, sur lesquelles on assume qu'il y aura une part aussi de tests et d'ajustements. C'est inévitable parce que c'est un changement majeur. C'est un changement dont on pense qu'il peut beaucoup nous aider aussi pour pallier certaines difficultés qu'on connaît aujourd'hui en tant qu'employeur. Parfois, difficultés d'attractivité de la sécurité sociale, a fortiori sur des métiers peu rémunérés, a fortiori dans les grandes régions métropolitaines où le coût de la vie est plus élevé. Si on sait apporter cet élément d'attractivité supplémentaire, si on voit aussi dans cette organisation nouvelle du travail des possibilités accrues de répartition de l'activité entre régions permettant là aussi de pallier en partie nos contraintes d'attractivité, je pense que ça peut être un levier très intéressant pour nous de fidélisation ou de recrutement de collaborateurs. Ça suppose encore une fois de n'avoir aucune vision, je dirais, idyllique de cette période qu'on a connue pendant 1 an et demi, parce qu'on sait que ça a été aussi une période de difficultés d'isolement de certains collaborateurs, de difficultés à maintenir l'engagement. Donc, voilà, dans cette projection que nous avons du mode de travail en post-crise, nous devons tenir compte de cela. Après, et j'en finis là, je pense qu'il y a un point qui doit être permanent avant et après crise, parce qu'il a montré, je trouve, sa très grande force pendant la crise, c'est l'alchimie propre à l'organisation de la sécurité sociale dans son très bon dosage de subsidiarité entre ce qui relève du national et ce qui relève du local. Moi, je constate que, par exemple, nos réseaux ont su basculer extrêmement rapidement, au-delà les contraintes techniques que Vincent Mazurek expliquait tout à l'heure sur les questions de bande passante, etc. Mais globalement, on a su passer de manière extrêmement rapide en télétravail, d'une manière qui, je ne dis pas ça pour critiquer des camarades, mais qui, quand on compare à certains services de l'État, est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a vu des services de l'État qui ont beaucoup plus peiné que nous à avoir ce passage en télétravail massif. Et pour moi, cela, c'est une illustration très concrète de la force de cette organisation propre à la sécurité sociale, où vous avez un pilotage national réel, qui donne de vraies orientations, de vrais cadrages, de vraies consignes. Et on a assumé d'ailleurs pendant cette crise d'être plus prescriptif que ce qu'on fait en temps normal, parce que c'est aussi l'impact de la crise. Et donc, typiquement, on n'imaginait pas que sur la mise en place du protocole sanitaire, on allait complètement innover selon les départements. Donc, on assume d'avoir un vrai cadrage national, mais on a cette force de s'appuyer sur des employeurs locaux qui sont responsabilisés, qui ont une vraie culture entrepreneuriale par ailleurs, et qui se sont complètement mobilisés sur ce qui était à leurs mains dans cette mise en place de l'organisation de crise. Et ça, je pense que j'étais déjà très convaincu avant la crise de la force de cette organisation, et je pense qu'on a réussi à traverser cette crise dans cette condition grâce à cette souplesse et à cette subsidiarité avec les employeurs locaux. Yann Gaël vient de faire un tour absolument remarquable sur le télétravail, et donc je le partage, je ne vais pas refaire le même. Mais je m'y raccroche bien volontiers en développant 2 aspects, management et pilotage.
Je commence par le management ou l'encadrement par les Français. Beaucoup en ont fait l'expérience, comme dans toutes les organisations comportant un nombre d'individus supérieur à 1, le cadre est essentiel. Par votre intermédiaire ou directement à vous, moi je dis merci et chapeau pour le dévouement, la décoince, la réactivité, la patience, les angoisses, les week-ends. Il n'y a pas que chez nous, d'accord. Hein. Mais être à sa place au moment nécessaire, c'est quand même bien. Mais, voilà, le pauvre cadre, culturellement, c'est pas lui qui se sentait le plus à l'aise avec l'idée de télétravail. C'est quand même lui qui est le plus chahuté, elle, bien sûr, par la mise en télétravail, le départ en télétravail, le souhait de télétravail de ses équipes. Et je me réjouis que la sécurité sociale, c'est une de ses nombreuses qualités de réflexion et d'initiative, ne soit pas adverse aux questions managériales, les aborde même, ce qui est presque impressionnant, sous les termes de transformation managériale, comme s'il fallait remodeler des personnes. Mais au fond, qu'est-ce qu'il faut en tirer pour se réconforter, pas pour s'inquiéter ou se lamenter? Le capital d'encadrement de nos organismes est remarquable. Nous devons le soigner et être extrêmement attentifs à tous les effets que la période, les changements et l'avenir ont sur les cadres, parce que par définition, ça sera plus intense, plus dur, ou plus déchirant, ou plus exigeant pour eux que pour n'importe qui. On est plutôt armé pour ça, hein, mais il faut juste, et merci parce que le N3S est un des cercles les mieux placés pour permettre l'étude, le débat et l'échange là-dessus. Mais il était normal que je rendisse hommage à l'EN3S, qui est notre hôte. Je vous remercie. Mais c'est bien. Pilotage. Par la force de la nécessité, on n'a pas eu de peine en fait à piloter. Il y a même presque un côté, je suis prudent dans le choix des mots, c'est ni grisant ni exaltant, mais et encore moins drôle, encore que. Mais voilà, avoir une sorte de permission de minuit ou de liberté de faire des choses qui demandaient des procédures interminables, ça c'est chouette, mais surtout, moi ce que je retiens de la période, c'est que plus on clarifie, on ramasse et on montre autant qu'on peut l'utilité, la justification immédiate, claire des actes de pilotage, mieux on se porte. Je donne un exemple tout simple, hein, et de manière empirique. Très tôt, au début de la crise, Caisse nationale, on s'est mis à faire, au milieu du fatras habituel de la documentation qui part en tuyau d'orgue sur nos pauvres CAF, comme chez les copains, que quand le directeur ou la directrice ont fini, même pas de lire, mais de vérifier ce qui est arrivé dans la semaine, je pense que ils y ont déjà passé beaucoup d'heures. Donc, une fois par semaine, au début 2 ou 3 fois par semaine, un message, pas forcément littéraire ni agréable à lire, mais où il y avait tout. Et tous les collègues nous ont dit, ah, s'il vous plaît, gardez ça. C'est un symbole ou c'est un outil, mais il a bien rendu service. En temps de crise et après, je te pilote, c'est pour t'être utile. C'est pas pour te contraindre seulement ou toujours. Je suis Caisse nationale, je suis là, j'ai pas de raison d'être en dehors de l'existence d'un réseau, n'est-ce pas? Et donc je suis là pour trouver une solution à ton problème. Mais toi, directrice de CAF, collègue, tu n'es pas démobilisé pour autant. Et la solidarité entre mailles du réseau
qui était chez nous comme chez les autres, un classique. Non seulement, et c'est très bien, s'est mobilisée, s'est dépassée toute seule, mais c'est elle qui a permis un pilotage efficace, parce que la Caisse nationale ne peut pas promettre à un collègue qui est profondément enfoncé dans une difficulté sérieuse qu'on va l'en sortir si on ne sait pas comment et sur qui on peut compter. Et là encore, puisqu'on en était au chapitre leçon de la crise, je pense qu'il y a quelques acquis et que ceux-ci ne seront pas oubliés. Alors justement, habile transition vers la troisième partie, vous avez parlé d'une relation entre la Caisse nationale et les caisses locales. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce sujet-là. Est-ce que vous pensez que ce que l'on vient de vivre va reconfigurer les relations entre la Caisse Nat et son réseau? Et puis, bien entendu, autre dimension importante, on en a parlé, mais j'aimerais bien qu'on revienne vraiment là-dessus, c'est quelle relation aussi aujourd'hui entre une Caisse nationale et sa tutelle, entre en gros le gouvernement et la sécurité sociale? Comment vous voyez les transformations? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'elles ont été perceptibles, ou est-ce qu'on finalement on revient aujourd'hui à, comme disait Thomas Fantôme, business as usual? Alors, je vais commencer sur le sujet. La relation entre la Caisse nationale et son réseau, j'ai vu pendant la crise des évolutions de modalités de travail entre la Caisse nationale et le réseau. C'est-à-dire que là où en temps classique, on avait une fois tous les 2 mois, 1 mois et demi, une réunion d'une journée avec les directrices, directeurs, là on est passé, notamment pendant le premier mois de crise, à de l'audio parfois tous les 2 jours ou 3 jours, sur un format qui éventuellement pouvait ne durer que 3 quarts d'heure, 1 heure s'il n'y avait pas d'actualité particulière. Bon, ça a été très apprécié. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réutilisé des outils qui ont été mis en place dans d'autres crises, c'est-à-dire par exemple la synthèse quotidienne qu'évoquait Vincent Mazec à l'instant, c'est quelque chose qui chez nous s'était mis en place au moment de la crise du LISU et du RSI, et qui d'ailleurs continuait à fonctionner, c'est-à-dire que tous les jours, et puis sous forme de synthèse hebdomadaire, enfin, tous les jours il y a un message, en gros les actualités de production du jour, voilà qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et puis tous les mois, enfin toutes les semaines il y a une audio avec les responsables travailleurs indépendants du réseau pour identifier là aussi, écouter ce qui remonte et redescendre. Et ça, ce sont des modalités qu'on a un peu reprises, je dirais, dans la boîte à outils. On se dit, bah tiens, finalement, ça a plutôt marché, et donc on va faire ça sur les autres sujets liés à la crise. Et oui, on va en tirer des conséquences, je dirais, durables sur les modalités d'animation du réseau. C'est-à-dire qu'effectivement, on va plutôt... On a arrêté effectivement ces grandes réunions d'une journée tous les 2 mois, et on est plutôt sur quelque chose qui est à la fois plus rapproché et plus court. Mais ça dit, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans du changement de modalité plutôt que dans du changement de nature de relation. Voilà, on a fait évoluer notre mode de relation pour qu'elle soit un peu plus fluide et quotidienne. Mais ça ne change pas durablement et de manière, ça n'altère pas intrinsèquement la relation entre Caisse nationale et réseau. S'agissant de la relation avec les tutelles, ma perception, c'est qu'on a connu 2 temps. On a connu le temps là aussi du premier confinement, où s'était mis en place aussi, je pense, du côté de l'État, des circuits de décision qui étaient extrêmement réduits, accélérés. La perception que j'en ai, c'est qu'il y avait probablement d'ailleurs une plus grande autonomie laissée à chaque ministre sur son département pour mettre en place les mesures de crise de son département ministériel, une immédiateté dans la relation du coup aussi entre les ministres et leur réseau, qui a permis pendant cette période, je trouve, une réactivité dans les arbitrages, la décision, la remontée des difficultés qui a été extraordinaire, mais aussi extraordinaire au sens qu'elle n'a pas été durable. C'est-à-dire qu'on a connu ça pendant la première crise, et les épisodes suivants, alors parce qu'ils n'étaient probablement pas de même ampleur, s'ils étaient moins inédits, n'ont pas donné lieu à ce mode de fonctionnement. En tout cas, c'est comme ça que nous l'avons aperçu.
Et oui, ce que j'en vois aujourd'hui, c'est qu'on est sur un retour du business as usual, parfois en pire. C'est-à-dire que nous faisons cette expérience, mais je crois que nous ne sommes pas les seuls. Je crois que nous n'avons jamais eu autant de missions, par exemple de la Cour des comptes et des inspections sur la tête qu'en ce moment. Bon, en tant que citoyen, ça m'interroge un peu sur l'usage des ressources. C'est normal, Yann Gaël, ils ressortent. Oui, oui, oui. Mais voilà, je trouve que ça interroge quand même sur l'allocation des ressources au sein de l'administration centrale de l'État. On a eu comme une créativité normative parfois un petit peu effrayante quand même pendant cette période de crise, notamment sur la liste des secteurs qui avaient droit d'exonération, qui était une liste qui bougeait à peu près chaque semaine pour inclure les élevages de lapins et les escargots AOC. Bon, et avec quand même une vraie difficulté à un moment à confronter, alors à la fois l'administration d'État à suivre ce qu'elle s'engageait à produire comme texte, donc avec des annonces et parfois des textes réglementaires qui suivaient 6 mois après, ce qui est toujours en grande facilité dans la relation avec vos usagers. Et puis, lorsqu'on est dans l'hyperproduction normative de ce type, il peut y avoir un moment un petit syndrome de vertige de la puissance où on croit que parce qu'on met des textes, on norme le réel, et puis concrètement on se rend compte que le réel rentre assez mal dans les cases établies par les textes, et qu'on nous demande, nous, nos réseaux de services publics, à la fois d'être intelligent dans la mise en place des textes, qui veut dire concrètement parfois ne pas faire de vagues, mais on nous retoque parfois dans les missions de contrôle le fait qu'on a eu cette application un peu intelligente et finaliste du texte. Bon. Donc voilà, alors après, je ne suis pas là pour me plaindre, et puis c'est finalement grandeur servitude service public que de devoir gérer ces injonctions paradoxales de appliquer la règle, mais comme faites au mieux. Bon. Mais je trouve que c'est une illustration parmi d'autres du retour au monde d'avant dans la relation entre l'État et ses opérateurs. J'ai dit quelques mots sur le pilotage, donc je ne vais pas y revenir et je vais me concentrer sur les questions de tutelle. Bon boulot quand même. Hein. Sacré boulot. Je me vantais, parce que j'en suis fier tout à l'heure, en vous disant que la première délibération du CA de la CNAF est du 17 mars, mais c'est de l'extra-légal, hein, c'était 2 pages, question de fond. Le gros paquet d'ordonnances, qui est quand même le cadre inimaginable 4 semaines plus tôt, il est du 25 mars. Je dis chapeau aux gens qui ont fait ça. Hein. Il n'y avait jamais eu autant d'ordonnances en une seule fois depuis 1958. Bon. Et bien qu'elles nous impressionnent, comme il est normal, les tutelles, ce n'est pas des grosses équipes, ce n'est pas des grosses bêtes. Hein, et c'est des gens comme vous et moi. Ils ont le droit de dormir aussi. Moi, j'ai particulièrement apprécié, je suis dans la période intense et nouvelle de la crise, les manières qui finalement ont trouvé leur naturel de régler des évidences. Je prends un exemple. L'une de ces ordonnances qui a été fort utile à la branche famille permettait des maintiens de droit, même si toutes les conditions n'étaient pas vérifiées, les formalités pas remplies, les déclarations trimestrielles de ressources pas faites. Bon. Il était évident que ces maintiens de droit allaient créer, un peu comme l'omelette, des petits débordements. Il m'est apparu évident tout de suite que la dernière des choses à faire, pour des raisons de sens et de temps, était d'aller rechercher le moment venu des boudins dus sur ces petits débordements, alors que c'était au fond par le fait, si j'ose dire, de la loi destinée à des gens qui n'avaient rien demandé. Et même si ce fut un peu implicite, c'est sans peine qu'on s'est mis d'accord là-dessus. Et quand le jour fut venu, j'ai expliqué ça avec Jean-Baptiste Yeh à la Cour des comptes, et c'est passé comme ça devait. Moi, je dis merci de ça. Quand on regarde la frise chronologique,
et là je rejoins Yann Gaël, c'est en fait assez tôt, c'est à la rentrée 2020 qu'en quelque sorte, c'est certainement pas les affaires habituelles, mais que les affaires reprennent. Et c'est normal, parce que la mécanique gouvernementale, l'action politique retrouve de sa diversité. Et c'est là que, pour nos collègues des administrations centrales, comme pour nous d'ailleurs, le caractère monovalent de la crise s'est fait un peu culbuter par le retour des vieux sujets et l'entrée de sujets nouveaux, mais pas directement liés à la crise. Ça a été plus difficile. Et puis, dernier point, qui est un peu propre à la branche famille, mais qui est vraiment un sujet de réflexion commune avec la tutelle, et me semble-t-il assez stratégique. Nous, on est content d'avoir fait ce qu'on nous demandait de faire, comme tout le monde, bien sûr. Et alors, j'ai pas eu à inverser la pompe comme Yann Gaël, mais il a fallu brancher des tuyaux un peu étranges. Mais du coup, je reprends un mot de Frank Van Dennep, ça peut, au risque de le décevoir, donner des CAF l'image du couteau suisse. Et puis, avec les CEPAM, il n'y a pas beaucoup de réseaux social avec une telle maille. Moi, je serais toujours content qu'on demande à la CAF de faire des choses, y compris des choses qu'elle ne fait pas, ou des choses qu'elle fait à petite échelle pour les faire à plus grande échelle. Mais attention, d'abord, tout simplement à la soutenabilité. On peut avoir réussi 3 petits trucs urgents et puis en rater un plus gros. Et attention aussi c'est pas de la protection, c'est un peu de l'image et de la lisibilité et de la place dans le paysage. Est-ce que ça peut avoir d'effet sur le sens, la vocation? Est-ce que ça dilue? Est-ce que ça conforte? Est-ce que ça rend confus? Ça, c'est quand même probablement pas des questions tout à fait nouvelles. Et qu'encore une fois, les décentralisations, les grandes réformes avaient déjà soulevé, mais qu'à l'évidence, dans la relation tutelle-branche, la crise a beaucoup densifié. Il nous reste 5 minutes, donc je voudrais que l'on se pose quelques minutes. Et donc la thématique de cette semaine était une nouvelle ère. On va essayer de se projeter dans 3, 4, 5 ans. Si vous aviez un souhait que des éléments que vous avez pu vivre durant cette période se maintiennent, se stabilisent, se concrétisent, quel serait-il? Si on devait garder une chose de ce que vous avez vu de cette période. Ou plusieurs. On a quelques minutes encore. Je pense qu'il y a des éléments autour de notre fonctionnement interne qu'on doit savoir regarder. Et encore une fois, quand je dis c'est pas seulement les sujets de travail à distance, c'est aussi savoir retrouver l'esprit qui nous a permis de livrer en 15 jours des choses qui nous auraient fallu 6 mois ou 1 an en temps normal. Et ça, je pense que c'est des éléments un peu de changement culturel qu'on doit essayer de maintenir autant que faire se peut. Et je ne pense pas là formuler un vœu totalement pieux, qu'on sache retrouver lorsque c'est nécessaire, la fluidité d'échanges qu'on a su avoir malgré tout avec la tutelle dans la période du printemps 2020, dans les conditions qu'a rappelé Vincent et auxquelles je souscris tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, notre tutelle a su, pendant cette période-là, avoir une réactivité extrêmement forte et une approche comme très pragmatique. Et donc, je pense qu'on doit être capable, sans souhaiter effectivement le retour de ces circonstances, avoir déjà ce constat partagé de ça a bien marché, vous avez su faire ça bien, et donc essayons de conserver ça dans la durée.
Je vais passer par la fenêtre en vous racontant ce que m'a dit mon médecin généraliste, qui n'avait pas été le dernier à faire la grève de la carte vitale. Et il me parlait de la CEPAM, bien sûr. Il m'a dit « Ah, ils ont complètement changé leur image, et ça restera. » C'est un hommage à nos collègues de la branche maladie qui nous écoutent. J'aimerais bien qu'il reste ça, pour nous tous, et pour vous tous. Ça ne relève pas du rêve ni du miracle, ça relève aussi de quelques recentrages ou réalignements. La protection sociale est faite pour protéger. Elle est donc faite pour être accessible, rapide à dérouler, mais connue et pas piégeuse. Et là, s'il arrive que les prestations que les CAF ont la charge de verser soient, malgré nous, piégeuses, un allocataire du RSA sur 2 a au moins une fois par an un indu. Alors on a vécu longtemps, enfin, le RSA n'est pas si vieux, on peut vivre longtemps encore avec ça. Mais enfin, si on approche sinon une nouvelle ère, du moins une nouvelle période, si on se dit que notre pays a l'année prochaine rendez-vous avec des élections générales importantes, peut-être en perdant pas trop vite la mémoire, ni le sens du rapport entre les choses, pouvons-nous à la fois souhaiter cela et y travailler. Écoutez, je vous remercie. Comme le dit Julien Damon qui a beaucoup animé cette semaine, je vous demande donc d'applaudir virtuellement nos deux invités. Donc faites attention au matériel, hein, ne secouez pas trop vos ordinateurs. Mais voilà, en tout cas, merci encore de nous avoir consacré 1h30 de votre temps sur un sujet très large, mais je pense très important pour nous. Merci encore. Merci. Et donc à cet après-midi.